y a toujours un stress associé à la venue au tribunal. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour les témoins, il y en a pour les avocats comme moi. C'est normal. Souvenez-vous, quand vous faisiez un exposé oral devant une classe, comment on était stressé. On était simplement devant une classe, là on est devant un juge. C'est normal. Alors, il faut simplement canaliser ce stress-là, se calmer et, dans le fond, rapporter notre histoire le plus simplement possible. C'est pas tous les dossiers où le DPJ est impliqué où on doit se retrouver à la cour. Lorsque les gens s'entendent sur les motifs pour lesquels le DPJ est impliqué, sur les façons de faire pour résoudre la situation, puis les gens sont motivés puis sont capables, à ce moment-là, on peut s'entendre. Le DPJ s'entend avec les parties et signe ce qu'on appelle des mesures volontaires. C'est comme un contrat avec le DPJ. Puis à ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller à la cour. On peut être appelé au tribunal de plusieurs façons. Premièrement, ça peut être par un téléphone où l'intervenante va nous indiquer de venir à la cour le lendemain si c'est une enquête en urgence. Pour une enquête au fond, ce qu'on va recevoir, c'est un avis d'audition. C'est un avis écrit qui va nous dire l'heure, l'endroit où aller pour l'audition. C'est comme une invitation. On peut recevoir aussi un subpénat. Le subpénat, c'est pas une invitation, c'est un ordre de la Cour de se présenter à telle heure, à tel endroit. Pour bien se préparer pour une audition à la Chambre de la jeunesse, on doit revoir un peu les faits et la situation qui a été rapportée à l'intervenant de la DPJ. On doit organiser ces faits, organiser ces idées pour bien les présenter devant le juge. On peut, au besoin, si on a des documents, les apporter au juge, des documents qui pourraient être pertinents relativement à notre affaire. On peut aussi demander que des témoins viennent supporter ce que l'on dit. Des témoins, c'est des gens qui auraient vu et entendu, qui auraient été au courant de la situation rapportée à l'intervenant de la DPJ. Il y a deux sortes de témoins qui peuvent venir parler au tribunal. Le témoin ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu, qui a entendu des choses, qui est personnellement au courant et qui peut rapporter ça au tribunal, des faits. Donc, il va rapporter des faits. Il y a aussi un témoin expert. Les témoins experts, ils peuvent être mandatés par n'importe quelle partie. Et ça va être comme un psychologue, un médecin. Et ces gens-là vont pas simplement parler de ce qu'ils ont vu ou entendu, mais ils vont témoigner de leurs opinions. Les parents, lorsqu'ils viennent à la cour, peuvent être représentés par avocat. C'est pas une obligation. Un parent peut se représenter seul, expliquer sa situation au juge, puis le juge va l'aider s'il est un peu bloqué là, pour expliquer sa situation. Mais un parent peut aussi vouloir être représenté par un avocat. À ce moment-là, l'avocat qui va représenter le parent va représenter uniquement le parent. Il ne représente pas l'enfant. L'enfant va aussi avoir un avocat, la DPJ va avoir un avocat, donc chaque partie peut être représentée. Si un parent est admissible à l'aide juridique, l'admissibilité se fait sur une base économique. Et si le parent est admissible à l'aide juridique, à ce moment-là, son avocat peut en tout ou en partie être payé par l'État. S'il n'est pas admissible à l'aide juridique, à ce moment-là, il doit payer les honoraires de son avocat. Bien, au niveau vestimentaire, on se demande toujours comment je dois m'habiller pour aller à la cour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cour, c'est pas une plage. Alors, on met pas des gogoons, on met pas une camisole. Le règlement de la Cour dit qu'on doit être convenablement vêtu. Alors moi, je dirais d'être habillé sobrement. Le juge, lorsqu'il va écouter un témoin, va naturellement entendre ce que le témoin dit, mais va aussi étudier son ton de voix, la façon dont le témoin se place, tout son langage corporel. Alors, il faut agir de façon respectueuse. Chaque personne va avoir son tour pour parler. Alors, être attentif pendant que les autres parlent. Chaque avocat ou chaque partie peut poser des questions. Et lorsqu'un avocat nous pose des questions, on répond toujours en direction du juge, parce que c'est le juge qu'on doit convaincre. Alors, chaque partie à son tour va présenter sa preuve, c'est-à-dire va présenter des témoins, va présenter des documents.
C'est souvent la partie demanderesse qui commence. Donc, c'est souvent le DPJ, ensuite les parents à leur tour, pour finir par l'enfant. Lorsque la preuve est terminée, les avocats, à quelques occasions, vont plaider, c'est-à-dire vont essayer de convaincre le juge de leur point de vue, de leur perspective. Des fois, ils vont déposer de la jurisprudence, c'est-à-dire d'autres décisions, des décisions antérieures des juges sur le sujet, pour convaincre le juge de leur point de vue. Alors, le juge a plusieurs options. Une fois qu'il a entendu les plaidoiries, entendu toute la preuve, le juge peut rendre une décision sur le banc, c'est-à-dire qu'il a entendu suffisamment de preuves et il est prêt à rendre sa décision. Alors, ça sera immédiatement en présence des parties. Il va expliquer sa décision. Le juge peut aussi avoir besoin de temps pour revoir certains documents, relire des rapports, réécouter des témoignages, parce que tout ce qu'on dit à la cour est enregistré. Alors, ça, on appelle ça un délibéré. Le juge va prendre du temps pour penser à son jugement et rendre un jugement par écrit qui sera envoyé aux parties. Si le parent n'est pas d'accord avec la décision du juge, dans le fond, chaque partie peut en appeler de la décision du juge et ça se fait devant un autre tribunal. En la première instance, c'est devant la Chambre de la jeunesse. Quand on en appelle en protection de la jeunesse, c'est devant la Cour supérieure.